au féminin, point d'interrogation. Donc, bonjour Catherine. Bonjour. Et puis, Nicolas Chimel, président cofondateur de Philippe, dont il nous parlera tout à l'heure. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Et je suis avec Gilda Perrault, fondateur et dirigeant d'LGP Conseil. Gilda, tu es consultant-chercheur et spécialiste du développement humain dans les organisations de travail. Bonjour Gilda. Bonjour Lucie, bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet passionnant qui est le bien-être financier. Et on va vous partager également quelques expériences. Bon, je vous propose de démarrer tout de suite notre sujet, le bien-être financier, sujet assez peu traité, même s'il émerge progressivement en France. Ce matin est déposée une proposition de loi à l'Assemblée, justement sur le partage de la valeur dans les entreprises. Donc, on est pile poil dans le timing ce matin. En France, associer bien-être et finance, c'est presque un oxymore, tant le rapport à l'argent reste problématique. Donc, on va identifier, clarifier ce concept et surtout comprendre avec Gilda pourquoi et comment il trouve sa place dans l'entreprise, sa place en matière de développement humain dans les organisations de travail. Petit point technique, tout au long de ce webinaire, je suis entourée de Jeanne et Simon qui peuvent vous répondre en live ou collecter les questions sur lesquelles on pourra revenir à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à faire part de vos réactions, ils seront là pour nous indiquer quelles questions répondre à la fin de ce webinaire. Et puis, bien sûr, le support sera mis à disposition à la fin du webinaire. Ce que je propose, c'est que, dans un premier temps, on définisse ce que c'est que le bien-être financier. Et puis ensuite, on se demandera en quoi c'est légitime d'aborder ce sujet quand on aborde la question du développement humain dans les organisations de travail. Catherine pourra illustrer à travers l'exemple des femmes l'intérêt de mettre en place des dispositifs de développement d'éducation en matière de relation à la matière financière et Nicolas Chimel nous permettra d'avoir des exemples concrets de dispositifs mis en œuvre et de l'intérêt pour l'entreprise et ses salariés. Si c'est bon sur ce programme, première question à Gilda, à toi de jouer et de nous définir le bien-être financier. Très bien, merci, bien sûr, avec plaisir. Alors, quand on parle de bien-être financier ou de satisfaction financière, en fait, on fait référence à un sentiment. Donc, on est sur une matière excessivement subjective. Chacun a un rapport spécifique à la matière financière, on va voir comment ça se construit. Et donc, pour définir le bien-être financier, la définition que je vais vous proposer, c'est jusqu'à quel point les personnes sont en confiance par rapport à leur avenir financier, jusqu'à quel point elles sont en mesure de prendre des décisions responsables et qui leur permettent également de profiter de la vie. Voilà pour la définition. Donc, si on regarde sur le tableau à l'écran, on voit qu'il y a deux dimensions subjectives, un sentiment de sécurité, un sentiment de liberté, et deux temporalités, le présent et le futur. Alors, au niveau sécurité, le présent, c'est simplement de maîtriser son budget au mois le mois. Et puis, le futur, c'est d'être capable d'absorber les coups durs, les coups de la vie qui peuvent se présenter. Sur la dimension sentiment de liberté, au niveau présent, c'est la possibilité de vivre tout simplement, de faire des choix, de profiter de la vie. Et dans le futur, c'est la possibilité de préparer également des nouveaux projets. Donc voilà les dimensions du bien-être financier. Alors évidemment, c'est quelque chose, on a dit subjectif. Néanmoins, il y a quand même une relation avec le niveau de revenu, notamment dans la première partie de la vie professionnelle. C'est ce qu'on vous montre sur le graphique, où jusqu'à un niveau de revenu qui est évalué autour de 30 000 euros, c'est presque une proportionnalité entre la satisfaction financière et le niveau de revenu. Passer ce cap des 30-35 000 euros, et en France, ça correspond à peu près au revenu moyen, on arrive plus, la courbe s'aplatit, et donc là, on va rentrer dans la dimension plus subjective. Alors bien sûr, le niveau de revenu compte, néanmoins, c'est plus la notion de reste à vivre qu'il va falloir identifier, puisqu'on peut gagner 100 000 euros par an. Si on est endetté de 90, il en reste 10, tandis que si on en gagne 40 et qu'on n'a pas de dette, il en reste 40. Donc évidemment, cette dimension-là, elle est importante.
Merci Gilda pour ces premiers éléments de réponse. Et donc, je pourrais dire, si je veux reformuler ce que tu viens de dire, que le bien-être financier, c'est avoir le sentiment d'être financièrement résilient, confiant et à la fois autonome. Exactement, Lucie, tu as tout compris. Résilient, confiant et autonome. Donc, on voit bien qu'il y a deux dimensions. Il y a cette dimension psychologique et puis il y a une dimension qui est fortement culturelle, qui fait référence à la manière dont chacun d'entre nous, on a construit, on a bâti notre rapport à l'argent, notre rapport à la matière financière. Donc, les facteurs qui déterminent ça, on va bien sûr trouver la dimension culturelle et sociale, c'est-à-dire que dans la société, on va avoir différentes valeurs qui sont rattachées à l'argent. Certaines sociétés vont attacher énormément d'importance à l'accumulation de richesses, à la réussite matérielle, tandis que d'autres vont privilégier plutôt d'autres valeurs. On a également nos communautés. On a même certaines communautés qui prônent la pauvreté, pendant que d'autres ont au contraire mettre en vertu l'opulence. Le niveau éducatif familial va également jouer un grand rôle, puisque en fonction des rôles pris dans sa sphère éducative, dans sa famille, est-ce que c'est papa, est-ce que c'est maman qui gère l'argent, eh bien on va soi-même se projeter et introjecter un certain nombre de valeurs et ça va déterminer notre rapport à l'argent. Il y a également la dimension psychologique qui est importante, puisque on n'est pas tous pareils. L'estime de soi est variable. Est-ce qu'on mérite de gagner de l'argent ou pas? Est-ce qu'on mérite une vie facile? L'avidité, la peur du manque joue également un rôle important. Et notre capacité à prendre des risques ou pas. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont nous construire. Notre background scolaire ou professionnel également va jouer un rôle important. On peut, au cours de son cursus, apprendre des choses sur la matière financière, comment gérer, comment épargner, comprendre les produits financiers qui ont une certaine complexité. D'autres ne vont pas du tout être confrontés à cette matière-là. Et enfin, dernière ressource, c'est est-ce qu'on dispose de ressources externes, d'accès à, je ne sais pas, un comptable, un gestionnaire de patrimoine, etc. Donc voilà en tout cas comment chacun individuellement va construire notre rapport à l'argent, ce qui fait que sur ce plan-là aussi, nous sommes des êtres sociaux unis. Donc, ok, très bien pour ces définitions, mais en quoi ça concerne l'entreprise? Pourquoi s'intéresser au bien-être financier des salariés dans l'entreprise? Est-ce que tu veux bien nous donner quelques éléments de réponse sur ce sujet? Bien sûr, il y a beaucoup d'intérêt pour l'entreprise à investir dans le bien-être financier, ou du moins s'intéresser à la question. La première, le contraire de bien-être financier, c'est stress financier. Donc, à partir du moment où c'est un facteur de stress, on rentre dans le cadre des risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail. Et donc, on va retrouver tous les avantages liés à la lutte contre les risques psychosociaux, qui sont l'engagement, moins d'absentéisme, moins de turnover, une meilleure confiance, etc. Le deuxième aspect, c'est que ça permet d'étendre le scope de la rémunération, puisque on va pas se contenter de parler uniquement de donnant-donnant, d'augmentation de salaire, mais on va envisager la dimension fonctionnelle de la rémunération, c'est-à-dire sa capacité à produire du bien-être. Donc à partir de là, on élargit le questionnement et la prise en compte des collaborateurs. Et le lien est fait avec la marque employeur, puisque à partir de là, on enrichit également l'offre de l'entreprise à ses collaborateurs, ce qui, bien entendu, est un facteur positif au regard de la marque employeur. Après, il y a l'impact direct d'engagement et de fidélisation des collaborateurs, puisque les produits qui sont proposés vont permettre de s'inscrire dans la durée. Ça peut être de l'intéressement, de la participation et tout un tas d'autres produits. Et puis enfin, il y a un enjeu de responsabilité sociale, puisque en se souciant du bien-être financier de ses collaborateurs, l'entreprise envoie dans la société des personnes qui sont en bien-être financier, donc c'est le contraire de stress financier. Donc c'est pas la même chose une société où les gens sont en situation de bien-être financier ou s'ils sont en situation de stress financier. On ne construit pas le même monde. Donc là, on est sur la responsabilité sociale, la RSE, et c'est vrai que souvent on manque d'indicateurs pour mesurer son impact social.
social. Côté environnemental, il y en a pas mal, mais socialement, il n'y en a pas. Et celui-là peut en être un. Et selon toi, quels sont les leviers dont dispose une entreprise pour développer ce sentiment de bien-être financier dont tu parlais tout de suite? Eh bien, on va trouver 3 grandes catégories de leviers. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'individu, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive dans une entreprise construit socialement, plus ou moins construit, tout n'est pas encore construit, heureusement, mais on arrive porteur d'une certaine capacité financière. Mais là, on est confronté juste à une question d'égalité de droits. On va tous avoir effectivement les mêmes droits, le droit au salaire, le droit à tous les dispositifs que l'entreprise mettra à disposition. C'est pas pour autant qu'on sera en égalité en termes de possibilités réelles d'action. Et c'est là où il faut distinguer ces deux éléments-là et où l'entreprise va avoir un rôle à jouer. Elle va pouvoir créer dans la matière financière ce qu'on va appeler un environnement capacitant, c'est-à-dire qu'il va mettre l'individu en capacité de produire des comportements vertueux en termes de bien-être financier. C'est-à-dire qu'on va devoir passer toutes les barrières qu'on a vues tout à l'heure, déjà dans notre rapport à la matière financière, en termes de connaissances financières et en termes de capacités et d'outils financiers. L'objectif, c'est d'avoir des comportements qui sont source de bien-être financier, ce qui va produire du mieux-être pour l'individu, moins de stress dans l'organisation et on l'a vu également, du mieux-être au niveau sociétal. Donc on voit l'enjeu là à nouveau de s'intéresser à cette matière-là. Très bien. Je t'entendais tout de suite parler également de mesures et donc de mesures et de solutions pour l'entreprise. Est-ce que Oui, en gros, on va avoir 3 grandes catégories de dispositifs qu'on va pouvoir mettre au service des collaborateurs. D'un côté, des solutions, on va dire, de type éducatif, des formations. Ce qu'on propose, nous, ici, au sein d'LGP Conseil, c'est la sensibilisation, éducation des collaborateurs en matière de matière financière. On a des solutions d'accompagnement plus individuelles, soit sur le plan psychologique ou sur le plan technique, ou alors des solutions techniques directement, des dispositifs d'épargne, d'intéressement, de participation, de retraite. Donc 3 catégories de solutions, techniques, éducatives et des solutions d'accompagnement. Voilà ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et ça va bien sûr, le taux d'utilisation de ces éléments-là, l'impact que ça va pouvoir produire, les enquêtes de satisfaction qu'on va pouvoir produire à l'issue de l'utilisation de ces outils-là vont permettre de mesurer l'impact qu'on a d'un point de vue sociétal également. Je vais me tourner vers Catherine Lodevernay. Catherine, je sais que tu as écrit 2 livres sur le sujet de l'argent et les femmes, notamment sur on peut parler aussi de la façon dont les femmes ont construit leur rapport à l'argent, dont la société a construit leur rapport à l'argent. Voilà les 2 ouvrages que je vous recommande vivement de lire également et qui vont nous permettre d'échanger avec Catherine. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quel constat, toi, tu as écrit ces livres ? Plaisir. Oui, ces livres, sur ces livres, vous voyez que systématiquement, j'ai un co-auteur qui est un gestionnaire en patrimoine. Et c'est en travaillant ensemble, parce que lui faisait le constat que dans les rendez-vous patrimoniaux qu'il avait avec des couples, systématiquement, chaque membre souhaitait le voir ensuite de façon individuelle pour pouvoir avancer en fonction d'une stratégie qui finalement ne se retrouvait pas dans l'environnement du couple. Et bien souvent, la femme se sentait laissée de côté et avait besoin de reprendre sa place. Et c'est pour lui la réinvestir dans cette place qu'on a ces 2 ouvrages. Alors, tout à l'heure, vous avez exposé que la relation à l'argent, elle se construit effectivement par rapport au modèle qu'on a pu trouver dans sa famille et par rapport à tout l'environnement dans lequel on va baigner et les incitations culturelles sont importantes. Le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a un genre sur l'argent. Parce que les femmes rajoutent une charge affective et émotionnelle dans leur relation à l'argent. Si on se projette sur l'environnement familial, elles vont être touchées par de l'abnégation, de la générosité ou de la modestie. Vouloir
consolider, sécuriser leur environnement familial avant de penser à elles. Alors, on prend un exemple marquant pour leur dire, comme dans les avions, hein, s'il y a un incident, on va vous demander de porter d'abord votre masque à oxygène avant de mettre celui de votre enfant. Eh bien, c'est la même chose concernant l'argent, c'est penser d'abord à vous, comme l'a dit aussi très justement Gilda, et une fois que vous vous sentirez sécurisé, vous serez capable de ces actes de générosité, de sécurisation pour les vôtres. Donc, ce sont tous ces constats qui nous ont incités à apporter des conseils opérationnels et concrets. Il n'est pas question de dire qu'au niveau professionnel, les femmes ne sont pas de bonnes gestionnaires. Et c'est souvent ça qui est d'ailleurs surprenant, c'est que dans leur métier, elles vont brasser des budgets importants, elles vont gérer de façon très rigoureuse et très exigeante. Elles vont faire la même chose avec le budget familial, hein, elles vont gérer le budget du quotidien. En revanche, peut-être pas quand il va s'agir de gérer une stratégie patrimoniale où elles trouvent leur place, eh bien, elles vont laisser d'autres le faire à leur place. Elles vont laisser le vide se remplir par des intentions certainement généreuses et positives à leur égard, mais ce n'est pas elles qui gardent les commandes et c'est ça qui est dommage et c'est ce qu'on a voulu faire. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres questions. En fait, si j'explique comment on a évolué d'un livre à l'autre, le premier livre, Les filles osons parler argent, c'était pour que ça soit en effet un sujet sur lequel les tabous soient levés et que les femmes se sentent légitimes pour parler des sujets d'argent. Légitimes dans leur entourage familial, qu'elles prennent leur place, parce que finalement, si elles ne disent pas « oui, ça m'intéresse, oui, ces projets dont on est en train de parler en famille, avec mes frères et sœurs et mes parents, eh bien, j'ai ma place et j'exprime mon intérêt ». Si elles ne le font pas, on va considérer que finalement, ce n'est pas un sujet important pour elles et sans se rendre compte, on ne va plus les consulter. Donc, c'était pour qu'il y ait une prise de conscience, même prise de conscience dans l'entreprise. Hein. Je trouve ça désolant d'entendre des RH dire « ah oui, oui, on a remarqué que les femmes n'osaient pas demander des augmentations, qu'elles sont convaincues que la méritocratie va s'exprimer. Et quand elles se décident enfin pour celles qui le font, malheureusement, les hommes sont passés avant elles. » Aujourd'hui, avec ces ouvrages, on déclenche une prise de conscience. Dans le deuxième ouvrage, on apporte des outils pour pouvoir franchir, dépasser tous les obstacles qui se mettent sur la route de l'autonomie financière des femmes avec l'argent. Mais c'est important que leur environnement les aide et collabore avec elles pour les amener à oser aborder ce sujet-là de façon frontale. Et c'est vraiment le rôle de l'employeur et de l'entreprise que de les accompagner dans cette réflexion, de les stimuler et de les encourager à aborder de façon frontale ces sujets sur lesquels elles vont pouvoir construire leur bien-être. Merci Catherine. Est-ce que tu peux détailler un peu plus les contenus que tu proposes dans ces livres, enfin que vous proposez, puisque puisque tu es co-autrice et que… Alors, le premier livre, il est avec des études de cas qui permettent, en fonction de ces situations, ces contextes familiaux, de balayer toutes les problématiques de budget, d'épargne, d'investissement, de construction et de transmission. Le deuxième ouvrage est structuré par rapport à des freins et il est plus conçu comme un ouvrage de développement personnel parce que finalement, les freins qu'on aborde sont des freins qu'on va retrouver dans bien des intentions ou des décisions. Par exemple, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je parle d'argent? Ou alors, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper. Ou j'en gagne pas assez pour que ça vaille la peine de m'occuper. Ou je préfère penser aux autres avant moi. Ou demain, ça viendra bien assez vite, je préfère m'occuper déjà des urgences que j'affronte au quotidien. Hein, donc, finalement, ces freins, ce sont des freins qu'on va trouver dans d'autres projections ou dans d'autres intentions et plans d'action qui vont nous empêcher
Et sur ces freins, on va les balayer pour pouvoir proposer des outils d'autodiagnostic pour être capable de s'évaluer sur son positionnement par rapport à ces freins, aider à se projeter, si ces freins étaient élevés, qu'est-ce que ça me permettrait de faire, qu'est-ce que je pourrais m'autoriser, et apporter des outils concrets d'évaluation, de bilan, d'état des lieux, parler avec des experts, parce que de temps en temps, on a peur de parler avec son banquier en se disant qu'il va pas comprendre, qu'on ne va pas comprendre ce qu'il va nous dire. Comment se préparer à poser les bonnes questions et à ne pas finalement subir un entretien avec quelqu'un qu'on pense être un expert. Donc, ça se veut être très, très opérationnel, très concret. Alors évidemment, je ne peux pas dire qu'il y en a un que je préfère, parce qu'ils n'ont pas exactement le même rôle. Ils ont un rôle complémentaire. Le premier, c'est pour déclencher une prise de conscience et trouver la situation dans laquelle on va se retrouver, parce qu'on en balaye un très grand nombre. Donc, il y en a forcément une qui vous correspond. Et le deuxième, c'est maintenant que je suis décidée à m'y mettre, à avancer, par quels outils je vais pouvoir le faire de façon concrète et Vous m'avez perdu? Oui, alors, je vais reprendre la parole, c'est que je ne t'entendais plus, mais ça vient de chez moi. Est-ce que par rapport à suite à ces lectures, par rapport peut-être au retour d'expérience ou au retour de lecteur que tu as pu avoir, est-ce que tu peux nous dire en quoi la lecture de ces deux livres, ça peut permettre de dépasser ces limites ou ce fameux plafond de verre aussi dont on entend parler souvent? Voilà, est-ce que tu as des témoignages à nous partager rapidement sur le sujet? On apporte des outils pour permettre à chacun de construire son plan d'action pas à pas, sans se mettre d'objectifs trop ambitieux du premier coup, et finalement de réussir petit à petit à construire les choses et puis à faire un regard en arrière en disant j'ai déjà accompli tout ça, ça donne de l'encouragement pour avancer encore plus. Pas de choses qui soient trop tard ou définitivement dépassées. Chacun a fait des retours enthousiastes en disant je suis fière de ce que j'ai accompli, ça me donne légitime et ça me donne du courage pour aller montrer encore plus ambitieux. Donc le propos n'est jamais de se mettre un objectif décourageant, mais au contraire de faire plein de petites conquêtes dans l'environnement familial, dans l'environnement professionnel, pour que finalement, face à soi, on va rencontrer une écoute attentive, constructive, et qu'on va réussir à construire ce qu'on est venu chercher. Merci Catherine pour tous ces éléments. Je regarde Gilda, peut-être qu'il veut réagir à ce qui vient d'être dit. En appui sur tout ce qui vient d'être dit, remercier Catherine déjà pour ce témoignage, parce que je trouve que ça illustre parfaitement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, là le rapport, alors c'est très général ce que je dis bien entendu, mais on voit bien que le rapport des femmes à l'argent est un construit sociétal, social, c'est très lié à l'éducation, et donc s'il n'y a pas cet effort de ce travail de déconstruction, reconstruction d'autre chose, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler un facteur de conversion, et les livres de Catherine sont à considérer comme des facteurs de conversion à ce niveau-là, puisqu'ils permettent de passer effectivement d'une égalité de droit à une réelle possibilité d'action. Et c'est là où je trouve que ça illustre parfaitement notre propos, que dans les organisations de travail, on peut très bien proposer des dispositifs, on va le voir tout à l'heure, mais si en amont, on n'a pas ce travail de conversion, déconstruction, reconstruction qui est opéré, il va manquer quelque chose et on va ne faire que reproduire les inégalités de fait qui existaient auparavant. Donc effectivement, je trouve que là, c'est un excellent exemple. Et d'ailleurs, s'il y a des DRH qui nous écoutent, la mise à disposition de ces livres dans leurs entreprises, à mon avis, il faut au moins un ouvrage par femme de l'entreprise. Et je ne dis pas ça pour faire de la pub. On vient de parler de la dimension psychosociale. Il y a aussi des solutions techniques qui peuvent être mises en place dans l'entreprise. C'est pour ça que pour en parler, on a avec nous Nicolas Chinel, cofondateur de Philippe, et qui va prendre le relais
pour nous en parler. Voilà. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que fait Philippe, parce que je ne suis pas allée au-delà, et puis surtout en réponse à quels besoins vous avez créé Philippe avec les cofondateurs. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On va être vraiment dans la continuité de ce qui s'est dit parce qu'on est à la fois sur la partie technique, comme disait Gilda, et aussi l'accompagnement. Alors, nous, on a créé le Philippe il y a 5 ans maintenant, enfin un peu plus de 5 ans, en 2017, sur la base d'un constat extrêmement simple au sens terrain, des choses qu'on voyait en fait dans les entreprises, qui est que tout simplement, beaucoup d'entreprises mettent en place des dispositifs qu'on va appeler partage de la valeur, et effectivement, on est en plein dans l'actualité aujourd'hui, ça va continuer à se développer, notamment chez les TPE-PME, et ce sont des dispositifs très intéressants pour les salariés et qui peuvent contribuer fortement justement à la fois à leur sécurité financière à court terme, parce que ça encourage à se constituer une épargne, une petite épargne que souvent les gens n'ont pas forcément, donc ça donne un matelas, et aussi à une projection à long terme, très clairement pour les aider à préparer et à planifier financièrement leur retraite. Donc c'est des dispositifs qui non seulement on va dire, donnent de l'argent de manière différente, mais surtout aussi apportent une capacité à justement l'utiliser dans un bon cadre. Or, beaucoup de salariés, suivant différentes études, il y a des études quasiment tous les ans sur le sujet et ça ne bouge pas, à peu près 60%, 55% des salariés ne s'approprient pas vraiment personnellement ces dispositifs. Ils restent un petit peu à la porte, ils voient ça comme quelque chose d'un petit peu flou, voire même pas forcément sympathique parce que c'est financier. Et ça a deux conséquences. D'abord, ils ne s'en servent pas au mieux de leurs intérêts, ce qu'on pourrait appeler optimiser. Donc en fait, ils pourraient gagner plus d'argent avec les mêmes dispositifs, ils ne le font pas. Et peut-être plus important, ils n'en tirent pas le bénéfice, je vais reprendre le terme de Gilda, capacitant, au sens où ces dispositifs sont justement une ressource pour le bien-être financier, parce qu'ils sont faits pour accompagner les gens, mais globalement, ils jouent peut-être à 30% de leur potentiel, alors qu'ils ont justement une certaine sophistication et même beaucoup de possibilités. Donc, ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'on allait monter une plateforme d'accompagnement, justement, pour que les salariés puissent s'approprier personnellement des dispositifs de partage de la valeur mis en place par leur employeur. Et il y en a plein, hein. Ça peut aller des abondements à l'intéressement, à la prime de partage de la valeur. Ce n'est pas forcément des choses très complexes, mais dès que l'entreprise a mis quelque chose en place, partie technique, un dispositif d'accompagnement. Et évidemment, ce dispositif d'accompagnement va aussi mettre en valeur ce qui s'est fait et donc augmenter l'attractivité de ce package sans rajouter de dépenses. Petite illustration, je vais essayer de partager ça, ça va être plutôt visuel que détaillé. Petite illustration donc sur la manière dont on le fait. S'il arrive à l'écran, c'est bon pour vous. Pas encore, il faut que ça arrive à l'écran normalement. Alors, bon, alors, je ne le vois pas encore à l'écran. Stopper partage mon écran. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider là-dessus. Je vais recommencer peut-être. Non, c'est bon, voilà. Donc, petite illustration, merci. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre en place une plateforme d'accompagnement. Pardon? C'est bon? On va mettre en place une plateforme d'accompagnement, c'est un bien gros mot, hein, c'est une application Internet, justement pour faciliter l'appropriation de ces dispositifs, avec comme composant, en gros, une partie qui est customisée pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'en gros, chaque entreprise, ici c'est une entreprise dans le secteur de la chimie, peu importe, a en fait une customisation, on met ça à ses couleurs, on parle d'elle, on parle de ce qu'elle fait, on parle de ses salariés. C'est très important parce que déjà, il faut rapprocher, on va dire, ces choses qui peuvent paraître un petit peu froides et financières de quelque chose qui est inscrit dans le monde RH de l'entreprise. On va beaucoup insister sur la communication, c'est-à-dire essayer de varier des formats, des contenus pédagogiques, différents messages dans un langage clair pour que les gens comprennent, vidéo, petite infographie, comprennent en français ce qu'ils ont et démystifier un petit peu les sujets. Et puis ensuite, on va aller sur des sujets de personnalisation parce qu'en fait, notre constat, c'est qu'à partir du moment où je m'intéresse personnellement à ces sujets de dispositifs de partage de la valeur, eh bien tout de suite, ou aux fonds qui sont dedans, ou aux abondements qui sont dedans, tout de suite, ça me parle un peu plus, alors que si ça reste collectif, ça reste un petit peu flou. Donc, on va aller sur des moyens de personnalisation, soit en permettant aux salariés
de regarder dans leur cas personnel ce que ça va donner. Par exemple, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ça me concerne? Par exemple, voilà, ça me concerne parce que moi, j'ai une question de préparation de la retraite, mais pourquoi je prépare ma retraite? Parce que j'aurai besoin de revenus, de combien j'aurai besoin de revenus complémentaires. Donc, on se met tout de suite en situation et les choses sont tout de suite beaucoup plus pratico-pratiques. Et ensuite, on va aller jusqu'à la possibilité de pouvoir se faire accompagner personnellement par un expert. Alors, on parlait tout à l'heure de gestion de patrimoine. Là, on est vraiment sur une consultation individuelle qui, en 30 minutes, va permettre de débloquer un certain nombre de sujets, de faire de la pédagogie et de rentrer en fait de plein pied dans ce monde qui peut paraître complexe, mais qu'on va démystifier, de l'utilisation financière de ce que l'entreprise vous donne. Voilà en gros le type de choses qu'on peut faire pour l'entreprise. L'important, c'est que aussi ça se passe dans une expérience utilisateur qui soit, on va dire, positive. Et en gros, les deux freins qu'il faut casser, hein, puisqu'on parlait de freins tout à l'heure, c'est ça ne me concerne pas. Et donc là, on est dans une logique un petit peu d'aller chercher les gens en disant n'importe qui, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de niveau minimum à avoir, il n'y a pas de connaissances à avoir. On va justement se prendre ça en main et apprendre à s'en servir. On a des testimoniaux intéressants, des salariés qui disent « je n'y connaissais rien et maintenant je suis le plus calé de mes collègues ». Bon, en 30 minutes, ça peut paraître une gageure, mais non, parce qu'en fait, il faut s'impliquer. Et si on enlève, excusez-moi, je cherche un terme français, on va dire, on enlève les parties un petit peu trop ésotériques que les financiers rajoutent et qu'on les traduit en français, ça va mieux. Et puis, beaucoup de pédagogie, parce qu'en fait, finalement, on fait un peu de cours de rattrapage de ce qu'on n'a pas appris sur le long terme, le court terme, le risque, les intérêts composés. Et ça aussi, c'est des choses qui sont du bon sens. Donc, en fait, finalement, les salariés, ils viennent assez vite. Donc, de la pédagogie et du care pour pouvoir casser les freins et permettre d'avoir de l'appropriation et de rentrer dans le sujet. Je t'entendais tout à l'heure parler de la taille, enfin j'ai entendu TPE, PME, enfin PME, TPE. Est-ce qu'il y a une taille, ou c'est quelle que soit la taille, ce type d'accompagnement? Et Nicolas, on a également une première question. On nous demande est-ce que Philippe est accessible aux associations également, donc la taille des entreprises et les autres structures éventuelles. Alors, pour parler de cette question de qui ça concerne, en fait, je vais d'abord donner deux petits exemples concrets, très simples en fait, hein, de comment le salarié peut s'en approprier le contenu. Et après, je viendrai justement à la question de la taille. Donc, deux exemples concrets. Le premier, c'est des dispositifs d'épargne salariale hein, que beaucoup d'entreprises ont mis en place ou sont en train de mettre en place, y compris des TPE. Souvent, le frein pour le salarié, c'est il y a des fonds financiers. Alors, les fonds financiers, il y a deux choses que les gens n'aiment pas. D'abord, on n'y comprend rien que le nom, on ne comprend pas. Et puis, il y a du risque. Donc, on n'aime pas non plus. Donc, on reste un peu en dehors. Le but, c'est de faire une prise en main de ce dispositif et de se dire en 15 minutes, avec de la pédagogie, si on met en rapport ça comme un outil avec ses objectifs personnels, eh bien, on peut déclencher en fait un comportement d'épargne qui sera finalement le plan d'épargne entreprise devient le premier vrai compte d'épargne en dehors des livrets. On fait sortir du livret. Je ne dis pas que le livret, c'est pas bien, mais je dirais il y a autre chose dans la vie. Donc, on en fait son ami et on en fait surtout son compte à soi et notamment le moyen de se construire un certain nombre de projets. Par exemple, une contribution, un apport personnel pour sa résidence principale. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, à nouveau, on se rappelle qu'avoir un apport personnel, même de 10 000, 15 000 euros, si on l'a constitué, c'est très utile dans une stratégie d'achat de la résidence principale. Donc ça, c'est un exemple qui concerne tous les salariés. Et le deuxième exemple, c'est la préparation de la retraite. Les salariés, souvent, ils oscillent, et les Français en général, entre de l'insouciance, du style « on verra bien ce qui se passera », ou de l'inquiétude, du style « on n'aura rien, on est foutu », qui sont d'ailleurs contradictoires, parce que si on n'aura rien, il faut s'en inquiéter. Donc voilà, on est entre les deux. Le débat récent, on va dire, n'a pas aidé à restaurer la confiance, pour le moins qu'on puisse dire, peut-être une prise de conscience, mais pas de confiance. Et donc là aussi, en 15 à 30 minutes, avec des outils pédagogiques, on peut comprendre à peu près ce qui va vous arriver. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, comme souvent, hein, l'inquiétude se nourrit de l'ignorance. Quand on sait à quoi on va faire face, ok, on n'est pas sorti d'affaires, mais au fait, on voit à peu près ce qu'il y a à faire, surtout si on a 15 ans ou 20 ans devant soi. Et aussi, comment on peut agir et comment les dispositifs de l'entreprise, ce que fait l'entreprise, peut jouer un rôle. Par exemple, un petit abondement sur un PERCO, une cotisation d'entreprise. Voilà. Comment ça a de l'impact? Et très bonne nouvelle, quand on a le temps avec soi, notamment pour des jeunes salariés, on va dire moins de 45 ans, dès qu'il y a quelque chose près, ne serait-ce qu'un tout petit quelque chose, ça a un gros impact dans la durée. Donc, ça concerne tout type de salariés, et comme ça concerne tout type de salariés, ça concerne tout type d'entreprise. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on voit un décalage, un usage différent de ce qu'on fait entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Dans les grandes entreprises,
paradoxalement, notre intervention commence par avoir comme impact de décomplexifier le sujet parce que les entreprises en mettent partout. Donc, il y en a. Mais alors, les salariés, ils ont des choses extraordinaires, mais c'est tellement extraordinaire avec des fournisseurs différents, des noms différents, qu'il faut déjà arriver à simplifier tout ça pour que les salariés comprennent qu'en fait, effectivement, tout ça, c'est finalement que de l'argent qui va leur arriver de différentes manières et qu'il y a un effet de levier très important. Donc, il y a des sommes distribuées importantes, un effet de levier très important si on sait bien s'en servir. Dans les plus petites entreprises, qui en général ont moins de moyens, mais quand elles font quelque chose sur ce domaine de partage de la valeur, on est plus dans une démarche responsabilisante, c'est-à-dire, en gros, même si l'entreprise va être moins généreuse, mais donne quand même quelque chose, eh bien, l'idée, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Comment, en accompagnant le salarié, on va l'aider à faire levier de ce qu'a commencé à mettre l'entreprise, de cette graine, entre guillemets, pour, d'une part, s'y intéresser, donc se prendre en main, et aussi pour voir comment, justement, ça lui rapporte quelque chose. Et on a quand même des facteurs d'efficacité à cause des exonérations de charges, par exemple, ou de fiscalité, qui fait quand même que, finalement, on s'aperçoit que l'entreprise me donnait peut-être 1000, mais ça me rapporte peut-être 2000, en fait, en réalité. Donc, c'est déjà intéressant. Donc, on est plus dans le bien-être financier dans la petite entreprise parce que l'intention, c'est vraiment d'aider les gens à prendre en main et à se prendre en main. Dans le cas de la grande entreprise, on va être un peu plus dans la technique au début, mais par contre, on a des salariés qui sont très reconnaissants d'avoir un petit peu mis à plat tout ce à quoi ils ont droit et d'une certaine manière aussi de se rendre compte que la marque employeur qu'ils ont est très intéressante pour eux. Voilà en gros le sujet. Association, pourquoi pas? Le tout, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nous, on intervient à partir du moment où il y a une démarche de partage de la valeur dans l'entreprise, quelle qu'elle soit, parce que d'une certaine manière, on considère, mais c'est notre expérience, que apporter de la pédagogie financière devient légitime à partir du moment où on fait ces démarches-là, et qu'à contrario, si on ne les a pas encore faites, finalement, il faut commencer par là. Et notre démarche de pédagogie serait un petit peu considérée, et ça dépend des entreprises, comme peut-être un peu décalée. Voilà. Donc, il n'y a pas une question de taille, il y a une question de maturité de l'entreprise par rapport au dispositif de partage de la valeur ou de l'association, puisque les associations peuvent tout à fait mettre en place ces dispositifs. Merci Nicolas. Est-ce que tu veux nous partager un autre tour d'expérience côté entreprise ou côté salarié? Peut-être que tu as quelque chose qui peut intéresser nos participants ce matin. Bien sûr. Alors, on coach des milliers de salariés chaque année. On appelle ça coacher, pardon, donc c'est notre expression puisque c'est de l'accompagnement. On accompagne, on coach des milliers de salariés chaque année. On a beaucoup de retours des salariés qui sont très gratifiants, notamment sur la partie one-to-one, mais pas que, parce que le one-to-one est une expérience possible, mais il y a aussi du collectif, il y a aussi des outils en self-service. En gros, ce qu'on constate, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que les salariés ont vraiment envie de mieux comprendre, d'être plus autonomes. Je crois que c'est un terme qu'a employé Gilda tout à l'heure, je crois aussi Catherine, c'est l'autonomie. C'est vraiment important, on se prend un petit peu en main et on est tout de suite, on se sent mieux. On ne devient pas un fou de la finance, on caresse pas son PE tous les jours en disant je suis riche, c'est pas ça. Mais on se contrôle un petit peu mieux, on n'a pas l'impression d'être perdu dans cette histoire et on peut agir. Et en fait, à la limite, plus on sait comment agir, moins on a besoin de se préoccuper. Donc on y pense moins à la limite, mais on y pense bien. Donc on a beaucoup de retours positifs avec, on va dire, deux avantages pour nous, c'est qu'on est neutre. Donc, étant neutre, on ne vend rien, on n'est pas un banquier, on ne roule pas pour personne. Donc, en fait, le salarié, tout de suite, je dirais, nous accorde sa confiance instantanément, même parfois on en est étonné, mais on va tout de suite droit au but et on démystifie. Donc, c'est de la vulgarisation. Et du coup, on gagne beaucoup de temps aussi en appelant les choses par des noms simples et en expliquant les codes pour passer du nom compliqué au nom simple. Donc, on va droit au but. Ça, c'est vraiment beaucoup de retours très positifs sur l'autonomie et la vulgarisation, la pédagogie. Côté entreprise, on a deux types de réactions assez différentes, en fait. C'est intéressant en termes de retour d'expérience. Il y a des entreprises qui considèrent qu'elles ne veulent pas se mêler des sujets personnels des salariés. Voilà. Donc, d'une certaine manière, dire ça les concerne eux, il y a une frontière assez nette, c'est eux, nous, c'est nous, le boulot, c'est le boulot, la maison, c'est la maison. Bon. Donc, effectivement, dans ce cas-là, l'éducation financière, le bien-être financier, elles vont plutôt nous dire, écoutez, c'est très intéressant, mais nous, on ne veut pas se mêler de ça. Bon. Il y en a d'autres qui ont une vision un peu plus globale de l'individu, parce que voilà, globalement, l'être humain, alors surtout maintenant avec le télétravail, est-ce qu'il est au travail et à la maison, c'est difficile de dire, mais surtout il est salarié, mais ce n'est pas une moitié de lui qui est salarié, puis une autre moitié de lui qui est personne privée, donc les deux sont liés, et elles ont envie de l'aider. Mais évidemment, elles sont frustrées parce qu'elles n'ont pas les compétences en interne
Et puis, il faut quand même mettre des limites. C'est-à-dire que si le DRH se transforme en conseiller financier, ça ne marche pas non plus parce que d'abord, il n'a pas les compétences. Puis, à un moment donné, il y a des choses qui doivent rester, hein, comme pour les femmes et les hommes. À un moment donné, il y a soi-même et l'entreprise. Ce n'est pas une barrière, c'est que voilà, on se maîtrise. Donc, dans ce cas-là, elle voit notre service plutôt comme la solution à un problème qui était j'aurais envie d'aider mes salariés, mais je ne sais pas comment faire. Et puis le dernier point, par contre, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'étonnera personne, je pense, dans ce webinaire, il y a un sujet d'attractivité aujourd'hui. Donc, on doit amener plus de gens, alors chacun dans son entreprise, mais aussi dans les entreprises. Et nous, on se donne comme objectif de toute façon que notre intervention augmente l'attractivité, tout simplement parce que à partir du moment où l'entreprise fait quelque chose de positif pour ses salariés, et notamment sur l'aspect partage de la valeur, il faut que ça se sache, il faut que ce soit bien compris. Et donc, il y a cette envie d'attractivité ou envie de faire savoir ce que je fais de bien, là qui, pour le coup, concerne toutes les entreprises qu'on rencontre. Merci Nicolas, merci à nos deux invités aujourd'hui d'avoir pris ce temps avec nous pour partager des réflexions, des expériences, des retours d'expérience sur vos deux domaines. Gilda, un dernier mot? Je souligne, je remercie également tout le monde. Peut-être en synthèse de tout ça, oui, effectivement, dire que là, on a une offre assez globale entre des outils de déconstruction, reconstruction, une offre pédagogique, des solutions concrètes d'accompagnement et d'ingénierie de dispositifs à destination des entreprises et des collaborateurs. Donc voilà, n'hésitez pas, bien entendu, à nous solliciter les uns ou les autres. Là, la palette est bien complète et c'est ce qu'on a voulu, c'est réunir une palette complète. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis et je te rends la parole pour conclure. Je vais essayer de résumer en quelques secondes, en 1 minute maximum, ce webinaire en se disant que le bien-être financier en entreprise, ça joue un rôle important dans le développement humain, en favorisant un niveau de vie décent. On l'a vu tout à l'heure en parlant du développement humain avec Gilda et en faisant la promotion de l'éducation financière, ce qui permet aux salariés de s'épanouir à la fois professionnellement et personnellement. On l'a vu avec toi, Nicolas, cette frontière floue entre la vie pro et la vie perso aujourd'hui. Donc, tout ce que nous disons avec Gilda, avec Catherine, avec Nicolas depuis le début de ce webinaire, ça montre combien les enjeux de ce bien-être financier sont importants, je dirais à la fois en tant qu'élément constitutif de bien-être et donc de performance économique, et en tant qu'élément constitutif du développement humain et donc cette fameuse performance sociale. Je vais peut-être vous proposer de répondre à quelques questions parce que Jeanne voulait nous parler du BSI. C'est une question qui est arrivée. C'était une remarque, je crois plutôt, d'un participant sur le bilan social individuel qui est en fait effectivement un outil RH mais qui peut être complété par ce que disait effectivement Nicolas, le BSI, bilan social individuel, qui est un outil qui va en fait reprendre les données individuelles de chacun, des données salariales, en fait, qui est communiquée par l'entreprise en fin d'année, souvent à chaque salarié. On voit sa rémunération directe, indirecte, on voit les avantages, la protection sociale, tout ce à quoi un salarié ne fait pas attention tout au long de l'année. Mais voilà, pour voir concrètement ce qui constitue toute sa rémunération. Et donc, c'est vrai que c'est un outil plutôt à un instant T, en fait, ce bilan social individuel. Donc, voilà, il est sans doute… voilà, c'est un outil, mais après, l'accompagnement, c'est autre chose. Je vois Nicolas qui dit oui. Oui, je voulais juste te dire un mot parce qu'on parle souvent du BSI, effectivement, et on considère souvent qu'on est complémentaire au BSI ou qu'on peut intervenir, entre guillemets, pas à la place, mais qu'on peut remplir un peu la même fonction. En fait, ce qu'on constate souvent, c'est que, et le BSI y participe, le chef d'entreprise ou la DRH met beaucoup d'énergie, souvent quand même, à faire des choses ou à préparer des choses, à concevoir des choses pour ses salariés, et sans doute pas assez proportionnellement à le faire savoir, l'expliquer, le communiquer, le répéter. Et donc, d'une certaine manière, quand on fait des choses bien, en général, quand on le fait, on est convaincu que c'est bien. Enfin, on va penser quand même que par intérêt, mais souvent aussi parce que c'est la conception de son métier. Quand on fait des choses bien, vraiment, c'est important d'investir un tout petit peu, peut-être 1% ou 1,5% de ce qu'on a fait
pour le faire savoir, le faire comprendre. Et ce que dit Gilda de manière très juste sur le bien-être financier, qui est une notion assez à la fois très immédiate et un peu complexe, c'est que ça participe non seulement au fait que les gens le sachent, mais en fait que les gens comprennent et le sachent, participe à ce qu'ils se sentent mieux. Donc c'est un encouragement supplémentaire pour investir un petit peu sur la communication et la pédagogie quand on fait des choses pour ses salariés. Oui, je me permets de m'associer à ce que vient de dire Nicolas sur la pédagogie. On a également une question, remarque sur justement la limite entre la sphère privée et la sphère professionnelle. C'est un sujet qu'a déjà un petit peu évoqué Nicolas tout à l'heure, mais là c'est vrai qu'il y a une question de stratégie presque d'entreprise, c'est-à-dire comment on définit sa performance tout simplement. C'est comme quand on s'occupe de la santé au travail de ses collaborateurs. Bien sûr, on ne s'occupe pas de savoir ce qu'ils font dans leur sphère privée et de la manière dont ils gèrent la santé. Néanmoins, on va faire en sorte que l'environnement de travail ne vienne pas altérer, ne vienne pas porter atteinte à la santé, au bien-être psychologique ou physique des collaborateurs. Là, en matière de bien-être financier, c'est exactement la même chose. Faire en sorte que l'organisation, que l'entreprise, le monde de travail ne soit pas un facteur de stress financier, ne vienne pas en rajouter, et au contraire, dans une logique justement de performance sociale. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut, il n'y a pas une entreprise qui échappe à ces enjeux-là. Je pense même que c'est le défi des temps qui viennent, et la loi qui est proposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le partage de la valeur en atteste. Il n'y a pas une organisation qui peut échapper à cette réflexion sur le bien-être de ses collaborateurs, le bien-être financier de ses collaborateurs, si ce n'est à se condamner de n'avoir comme simple levier que des augmentations de rémunération. Et là, ça va poser rapidement des limites au niveau gestionnaire, surtout dans un contexte inflationniste. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, Nicolas. Catherine était en train de parler, donc je pense que je vais la laisser reprendre sa parole et peut-être répondre à ça. Oui, je rebondissais sur le caractère pédagogique que soulignait Nicolas, et ça me semble important que l'entreprise puisse faire de la pédagogie et accompagner son collaborateur dans la bonne utilisation de ce fameux bilan et des outils qui vont ensuite aller avec. Et sur la frontière entre la sphère privée et la sphère professionnelle, c'est vrai qu'elle est éminemment ténue. Alors, il y a des sujets sur lesquels c'est à la demande du collaborateur que l'entreprise peut réagir, mais c'est son rôle aussi que de poser des questions et de sensibiliser ses collaborateurs sur leur bon équilibre financier, au moins par rapport aux outils qui sont mis à disposition par l'entreprise et par rapport au salaire, à la façon dont le salaire a été réparti en nombre de mois et en primes, et ce qui peut être fait pour justement préparer, ou en tout cas préparer une consolidation financière, qu'elle soit individuelle ou familiale. C'est vraiment important. Et c'est autant d'accompagnants de la part de l'employeur que de déclencheurs. Je suis désolée, Catherine, c'est que j'ai un léger décalage, donc je suis obligée d'attendre que tu finisses ta phrase pour reprendre, sinon c'est très désagréable pour toi. Donc voilà, j'écoute et puis après, voilà. Nicolas, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, je souscris à ce que vous avez dit. Je pense que c'est une ouverture intéressante. Et puis, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, non, je n'ai rien à rajouter. Si ce n'est vous remercier de nous avoir invités. Également. Bon, on va en rester là alors. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Vous étiez plus de 300 inscrits à ce webinaire, donc c'est un succès en ce qui nous concerne en tout cas. Après, il y en a quelques-uns qui sont partis au moment où on a annoncé à midi que c'était la fin, mais c'est le technicien Webikeo qui fait des siennes. Voilà, sinon, évidemment, un immense merci Catherine, un immense merci Nicolas pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, revoyez ce séminaire, le support est disponible et on laissera les coordonnées des interlocuteurs si besoin. Et n'oubliez pas de l'évaluer, ce webinaire.
Je sais qu'il faut le faire immédiatement après l'avoir regardé. Donc voilà, je vous laisse l'évaluer. Et puis moi, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Et puis, bien sûr, merci à Nicolas et à Catherine d'avoir partagé ces expériences. Merci à tous. Merci, au revoir, bonne journée à tous. Bonne journée.